Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre late show de l'après-midi. Je suis en présence d'un duo d'invités exceptionnels, pétillants, vous allez les découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes lundi 18 novembre et aujourd'hui c'est un jour très important puisque c'est l'anniversaire, tenez-vous bien, des 96 ans de Mickey et Minnie. Ouais, je sais, je suis désolée. J'ai mis cette musique et vous l'aurez dans la tête pendant toute la journée, voire toute la semaine. Voire toute la vie. Voilà, 96 ans, ils sont nés le même jour, Mickey et Minnie. On se demande s'ils sont frères et sœurs, mais comme ils sont amoureux, on va dire que non. Voilà. Donc, nous avons également appris, dans les infos, qu'un avion de la compagnie TAP Air Portugal est resté cloué au sol depuis mardi dernier à l'aéroport de Ponte Delgada à cause, tenez-vous bien, d'une centaine de hamsters. Et oui, 132 hamsters qui se sont échappés de leur cage durant un vol entre Lisbonne et la ville de l'archipel portugais se promènent dans l'avion. Il faut donc les retrouver un par un avant de pouvoir repartir parce que la crainte qu'ils mangent des câbles, qu'ils endommagent l'avion est assez grande. On est plus sur y a-t-il un pilote dans l'avion, mais sur y a-t-il un rongeur dans l'avion. Et ça tombe bien, aujourd'hui on va parler avion en perdition. Et non pas rongeur. Voilà, dimanche en famille, sujet de conversation, humour, théâtre et création. Elle est une étincelle solaire, une bulle de légèreté pétillante. On rêverait de la voir comme prof de yoga ou comme coach de bien-être. On la rêve en bonne copine, en grande sœur, en voisine, car elle illumine de sa présence et de sa joie de vivre contagieuse. L'humour au coin du sourire éclatant, le second degré comme slogan. Lui est une pile de 100 000 volts et une décharge électrique qui peut partir en vrille à tout moment, interprétant avec intensité et justesse les bas et les hauts, jouant avec les mots. On les retrouve tous les deux sur scène pour un festival de rire et de couleurs. J'ai le plaisir d'accueillir les comédiens Amélie Etas et Clément Séjourné. Bonjour Annabelle. Bonjour les amis. Alors je suis ravi de vous recevoir en duo dans ce studio. J'ai eu le plaisir de vous applaudir. Donc on vous retrouve dans un projet commun. Donc sur scène ensemble au Théâtre des Gémeaux parisiens dans Formica. Alors racontez-nous cette aventure folle de Formica. Ça se passe du mercredi au dimanche, je crois. Oui. Voilà. Donc c'est du mercredi au dimanche au Théâtre des Gémeaux parisiens dans le 20e jusqu'au 12 décembre. Donc là, il faut s'activer. Voilà, dépêchez-vous, il vous reste quelques dates pour aller rire, voilà, vous évader avec ce duo et toute cette équipe, parce que vous n'êtes pas que tous les deux sur scène, mais vous êtes à l'initiative en tout cas de ce projet. Racontez-nous cette folle aventure. C'est venu, en fait, on est tombé un peu amoureux de l'univers de Fab Caro et on s'est dit, mais il faut qu'on en fasse quelque chose. Et c'est Amélie qui a découvert Formica, qui s'est dit, mais il y a quelque chose, il faut qu'on l'adapte. Parce qu'on avait un peu. Alors je précise juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas qui est Fab Caro. Donc Fab Caro qui est auteur de BD, qui a notamment eu un énorme succès avec une BD qui s'appelle Zai Zai, qui a été adaptée au cinéma. Et donc là, vous êtes tombée amoureuse. Ah mais totalement, c'était en septembre 2019. Ça faisait longtemps que je voulais mettre en scène, mais j'étais là, bon, je trouve pas, joli. Et là, il y avait cette BD, déjà, elle est rose fluo, il y a un énorme poulet dessus. Je me suis dit, elle est trop mignonne, comme ces petits ananas. Donc je l'ai acheté, parce que je suis superficielle. Et non, je l'ai lu. Parce que vous êtes girly, parce vous que aimez les choses qui brillent, tout simplement. Et en lisant ça, je me suis dit, c'est drôle, c'est satirique, c'est osé, c'est politique, c'est moderne. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour faire une pièce de théâtre complètement tapée. Je crois que c'est ça le mot. Ah ouais, c'est vraiment ça. Complètement tapé, retenez bien. Et Clément connaissait déjà bien Fab Caro, c'est même, je crois, toi qui m'as initié. Oui, parce que vous êtes un grand amateur de BD, oui, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'était l'occasion d'allier comme ça votre amour de la BD, votre envie de faire de la mise en scène dans un projet à plusieurs, du coup, collectif. Oui, on vient d'une école qui s'appelle Claude Mathieu qui défend vraiment les troupes. Moi, quand je suis rentrée là-bas, j'avais 18 ans, je rêvais de faire du cinéma indépendant. Et on parle de troupes, je suis là, c'est quoi ce machin? Et en fait, si, c'est trop ça. Quoi trop de monde. Et en fait, c'est ce qu'on a fait avec ce projet. On est 8 au plateau, on est 2 à la mise en scène. Il y a eu beaucoup de monde qui a bossé sur ce projet et c'est vraiment devenu notre famille à nous. On les adore, on les embrasse, on les aime. Et c'est trop bien, les troupes. Ça fait du bien de ne pas être seul sur scène, c'est trop chouette. C'est vrai. En plus, vous veniez de projets. Initialement, deux fois, vous étiez seul, notamment à l'écran, dans La Louve. Et là, il y a cette envie comme ça de partager. C'est marrant que vous parliez de La Louve. Seul, c'est cool, mais à plusieurs, c'est mieux. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elle disait, La Louve. Et dans un autre registre, pas pour les mêmes raisons. Mais on va y revenir.
Donc effectivement, Formica, donc on va revenir sur cette. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aller voir. Je suis allé vous voir samedi et c'est vrai que je me suis beaucoup amusée. C'est complètement tapé, comme vous l'avez dit, et vous formez une très belle troupe justement sur scène. Vous êtes très complémentaires tous, chacun dans la justesse, parce que c'est un registre dans l'absurde. Et enfin dans l'absurde, mais qui raconte des choses vraies du quotidien. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça va très très loin, mais ça parle quand même de vraies choses qu'on vit tous les jours. Notamment donc ce fameux pitch, c'est une famille qui se retrouve comme tous les dimanches autour du poulet rôti du dimanche. Mais la question cruciale, c'est de quoi on parle. Et c'est vrai que ce sont des choses, des situations que rencontrent beaucoup de gens dans leur vie de tous les jours. Et donc avec tout ce que représentent ces retrouvailles entre sœurs, entre beaux-frères, la belle famille, la concurrence qu'on peut rencontrer. Et effectivement, le vide de la vie de tous les jours quand on se retrouve et qu'on ne sait pas de quoi parler. Donc ça parle vraiment de tout ça. Et ce qui est la difficulté pour vous, c'est de justement jouer avec justesse ce registre qui est à la fois complètement fou et il faut qu'on vous croie, quoi. Comment vous avez appréhendé justement, vous qui avez adapté et mis en scène ces problématiques-là ? C'est sûr que ça a été un gros chantier parce qu'on a rarement l'occasion d'avoir des BD adaptés au théâtre et c'est pas la même matière. Une pièce de théâtre, elle est écrite pour être sur scène, donc c'est géré de façon à ce que ce soit très bien représenté. Et là, il fallait trouver l'énergie de comment on investit ce texte-là. Parce que la BD, quand on la lit, l'humour de Fab Caro, il y a un truc très à plat, qui est hyper drôle, mais parce qu'on remplit nous-mêmes en lisant. Oui, avec notre propre imaginaire. Voilà, exactement. Et donc, c'était que des vannes à plat, vachement. Et là, on s'est dit, mais il faut comment on aborde cette nouvelle matière. Et il faut que ce soit chargé, il faut que ce soit vivant, qu'on y croit, parce que ça va dans des trucs tellement dingues qu'il fallait qu'on puisse y croire quand même, un minimum, quoi. Donc, ça a été un gros chantier. Ça a été un gros chantier, et je pense que ça a été très formateur pour tout le monde. Hein. Que ce soit à l'adaptation, à la mise en scène, et dans le jeu, avec tout le monde, ça a été hyper formateur, parce que c'est des répliques très sèches, c'est une case. Oui, il y a beaucoup de punchlines en fait. C'est ça, c'est une phrase d'une vanne en fait, comme dans les One Man Show, quoi. Exactement. Le premier festival qu'on a fait, c'était les mises en capsule. Donc au Théâtre Le Pic qui permet de présenter. Qui est un endroit génial parce que ça permet de tester plein de trucs, c'est un peu une sorte de labo. Oui. Et on se doutait que ça allait rire, mais on savait pas non plus dans quelle mesure. Et en fait, quand on a commencé à jouer, ça riait à chaque réplique et on les asphyxiait, les gens. On s'est dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut qu'on trouve l'endroit de jeu où on puisse les faire respirer sans basculer dans le boulevard, quoi. Oui. Donc ça a été le gros chantier, puis c'est à force de représentation, de travail, et ça s'est trouvé avec les gens. Oui, c'est eux qui vous ont donné le rythme en fait, c'est le public qui vous a donné le rythme. Complètement. Oui, et puis il fallait basculer entre, certes c'est une énorme comédie, c'est très drôle, et on a abordé ça un peu comme un fait d'eau, c'est-à-dire que techniquement c'est ultra carré, mais par contre c'est ultra sincère, et on peut se permettre d'aller loin, mais il y avait quand même un drame qu'on voulait raconter, parce que c'est dur quoi, ce que ça raconte sur le monde. Et ça c'est quelque chose, je crois qu'on a mis un peu de temps à trouver, et maintenant c'est très très grinçant. Et donc on est content. Vous avez poli l'objet, là vous êtes à la formule qui vous va bien. Voilà. Ça va. Et atteint une certaine forme de poésie presque dans cet absurde, dans cette drôlerie. Mais complètement. Que ça devienne un peu métaphysique, quoi. Enfin, oui. Non mais c'est vrai que enfin voilà, moi j'ai beaucoup ri, et puis effectivement c'est une vraie peinture, je dirais, de la société. Oui. Et c'est donc vous y avez amené. Et en plus, il fallait retracer un peu ce côté BD cartoon qu'on a évidemment chez Fab Caro sur scène. Ouais. Et donc la scénographie est complètement incroyable avec cette espèce de structure, d'empilement d'objets. On dirait, en fait, ça ressemble un peu à quand les gens, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Quand les gens meurent et qu'on récupère tous leurs trucs et comme si on les alignait comme ça, c'est un peu. Il y a un peu de ça. C'est une sorte de pyramide de tous les objets collectés. Ouais, voilà, il y a une vie d'objets physiques sur scène comme ça. Mais il y a beaucoup d'objets qui appartiennent à des morts sur scène. C'est vrai. Moi, mes grands-parents, il y a beaucoup d'objets à eux. Et en fait, on a ramené un peu tous nos photos de famille et les photos de mariage de mes parents. Ils sont pas morts. Je suis dans le vrai. Mais Natacha Markov et Christophe Barbier, qui ont bossé sur la scéno, on leur a vraiment dit, genre, on veut que ces gens, on se dise, ils ont tellement rien dans leur vie, il faut accumuler des objets comme ça on se sent exister. Et on veut faire un hommage à la BD dans le sens où il y a des bulles de partout, ça se vrai. Ça se il y a ferme. des carrés, des bulles, des ronds, oui, c'est très.
Et Natacha, elle s'est engouffrée là-dedans, elle a adoré. Ouais, puis ça raconte aussi cette espèce de truc un peu sociétal de l'avoir La avant l'être. surconsommation, De se définir par ça, quoi. Et puis même, il y a des surprises, on se dit tiens, à quoi ça sert ce truc. Finalement, on va le découvrir, ils passent par là, ils reviennent par ici. Et c'est vrai que c'est vraiment très très amusant. Et donc moi, je me suis beaucoup amusée. On va écouter bien sûr un petit extrait pour avoir une idée comme ça de cette comédie totalement tapée, comme on l'a dit. Et la santé surtout. Et un pouvoir d'achat croissant. Tous les dimanches c'est pareil. Entre ça et les calendriers de la poste momentanément fermés. Et du coup, on sait plus de quoi on parlait. De rien, je crois. Ah oui, voilà. Écoutez, je sais que vous avez travaillé dur pour trouver un sujet de discussion, mais vous devez nous aider. Vous êtes notre seul espoir. Qui vote pour une discussion sur les avantages et les inconvénients du département du Cantal? Qui vote pour une discussion raciste? Moi, j'ai ma caravane Barbie de Calais pour passer des vacances en Angleterre à moindre coût. Et moi, j'ai mon quel survivant des Gilets jaunes avec son œil et son bras en moins. Ah, avant, on n'avait pas tout ça. Moi, mon ballon de foot, c'était un caillou. Nostalgie. Moi, ma Barbie, c'était un bâton. Ah, ça. C'était autre chose. Avant. Moi, mon centre-caisse Playmobil, c'était du gras de jambon. Valeur C'était plus pareil. de mon temps. On était bien heureux. Moi, mon vélo, c'était un noyau d'olive. Et Gerbison de prendre crème l'odeur. Non mais pourquoi il parle néerlandais ce con? Alors on a comme ça, on passe en revue quelques sujets donc que vous abordez et puis on reconnaît cette musique qui est qui marque tout de suite, qui nous fait rentrer dans une ambiance un peu psychédélique. Ces sons, comment vous avez choisi de travailler là-dessus? Alors déjà, au début, on nous a présenté des musiciens qui ont l'habitude de faire des pièces de théâtre et on n'avait pas envie de ça, on avait vraiment envie d'autre chose aussi dans la musique et on a contacté un groupe qui s'appelle Zabriskie. Je vous conseille d'écouter. C'est Hugo et Vincent avec qui moi je travaille à côté sur scène de ménage. Rien à voir avec... je connaissais leur musique et ils font une électro complètement acide et ça fait 1000 ans que je leur dis mais il faut qu'on bosse ensemble. Je sais pas comment, je sais pas quand. Et quand il y a eu Formica, on a bossé tous les 4 avec Clément. C'était un bijou. C'est-à-dire que dès qu'on leur disait un truc, moi, particulièrement, je suis pas claire. Clément est un peu plus clair que moi. Moi, C'est là que vous êtes complémentaires. Oh là là, vous arrivez à traduire ce qu'elle pense. Oui, voilà, exactement. Oui, ça va. Mais même eux ont réussi. Parce que je peux faire vraiment genre. Et tu vois, il faudrait un truc genre pipoupoulu, mais avec de la flûte. Et ils arrivaient à le faire. Exactement Et voilà. Voilà. Moi, j'ai compris. Ouais. Bon, ça, c'est un truc de femme, je sais pas. Mais... Non, c'était génial. Et ça, Oui, je crois que ça un leur a espèce donné de côté envie, flûte de pan où on imagine le Péruvien comme ça se balader. Et puis, on entend comme. Enfin, je sais pas, après, moi, je suis très dans l'interprétation, mais comme un oscilloscope, comme dans les hôpitaux. Ça fait un peu hôpital psychiatrique. Mais il y a de ça jusqu'au crash final. Hein. Voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'ils sont géniaux. Ils arrivent à choper tout de suite ce qu'on leur disait. C'est incroyable, quoi. Même avec quelques références de films ou de musique qu'on aimait bien et des intentions, un peu de jeu, et hop, ils chopaient le truc. Ça a été une collaboration parfaite. Et il y avait un truc, pardon, je vous coupe. On nous a dit, ça ressemble à la BO de White Lotus, qui pour moi est l'une des meilleures BO de toutes les séries. Très très bonne série d'ailleurs. Et j'étais trop heureuse quand j'ai entendu ça. J'ai dit au gars, putain, mais c'est vrai, ça ressemble à ça, c'est trop bien. Le Graal. Alors que la vraie référence, c'est l'île aux chiens de Wes Anderson. Mais il peut y avoir une référence. Il y a un auteur que vous aimez beaucoup, je crois. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, justement, on retrouve beaucoup. Alors, je crois que c'est une référence que vous aimez bien aussi, l'univers de la famille Tenenbaum. Oui, complètement. On retrouve complètement ça avec chaque personnage très marqué, chaque personnage avec sa tenue, une couleur. Ouais. Et c'est vrai qu'en tout cas, rien que pour déjà, évidemment, pour tout ce que ça raconte, et même pour. Il y a un côté art contemporain un peu dans cette pièce. Et c'est vrai que c'est très agréable à regarder, de voir. Voilà, se concrétiser sur scène, une vision, et à la fois dans les costumes aussi, la scénographie, la musique, et on est tout de suite plongé comme ça. Et puis même, vous alliez aussi à la fois le jeu sur scène et puis le jeu à l'écran. Ouais. On retrouve des pastilles humoristiques qui nous emmènent très 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 loin. Vous ne verrez plus jamais les kebabs pareils. Voilà. Ni les tragédies grecques d'ailleurs. Ni les tragédies grecques, mais on va pas dire pourquoi. Non. Mais c'est vraiment à découvrir en tout cas. Alors moi je trouvais, c'est vrai que ce côté troupe comme ça, c'est une chose
voilà, qu'on voit un peu de moins en moins parce qu'on est très dans le one-man show, dans le stand-up en ce moment. Et ce côté troupe à la Robin des Bois, à la Deschiens. Et ça me faisait penser aussi à l'univers de Palace à l'époque. Pareil, qui racontait des choses de l'air du temps, des sujets sociétaux comme ça, mais tirés très très loin, avec beaucoup d'absurde et le grotesque, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est ce qu'on vous dit, c'est les retours que vous avez un peu. Oui, je me rappelle que quand on avait commencé à travailler avec un de nos producteurs, je ne sais plus lequel, parce que c'est une pièce qui coûte cher, hein, on est 8, donc il y a beaucoup de producteurs. Et je ne sais plus qui avait dit, il y a un côté troupe. Ah mince, aide-moi. Night Live. Non, pas Saturday Night Live. Non, ça c'est autre chose. Non, le Splendide. Oui. Ah oui. Dit, on espère. Merci au traducteur. C'est pratique, hein. Ouais, c'est très on n'est pas pratique. que habillés pareil. C'est notre interprète en fait. Dans 2 secondes, il met la main sur l'oreille. Exactement. Mais du coup, il faut qu'elle traduise quand c'est moi qui parle, parce que sinon. Ah là, c'est pas forcément facile. Non, oui, il y a un côté splendide où voilà, c'est vraiment. On a envie de dire des conneries, mais par contre, on a envie de le faire bien et on a envie de dénoncer mine de rien. Voilà, on défend un peu le rire intelligent. Et c'est ce qu'il y avait, c'est vrai, dans ces troupes-là. Ou même, il y a un côté chiche capon aussi. Moi, que j'adore à fond. Effectivement. Ils sont complètement à côté de la plaque. Non, pas du tout en fait. C'est vrai, et qui vient avec cette tradition pure du clown, mais dans le sens noble du terme, quoi. Oui. Dans le sens théâtral du terme. Même. Et c'est vrai que sur ça, vraiment, on retrouve pour chacun de vos personnages et chaque comédien de la troupe, ce grand sens de la comédie, du rythme. Comment vous avez fait le casting, justement? Vous aviez déjà travaillé avec certains d'entre eux? Oui, alors c'est Amélie qui avait commencé par faire le casting, mais on vient quasiment tous de la même école et en fait. Voilà, c'est la fameuse école Claude Mathieu. Donc, voilà. Ouais. Donc si vous n'aimez pas de l'école Claude Mathieu, vous avez compris, les Et gars. on n'a même pas fait exprès, en fait. On pense à des gens comme ça et d'un coup on fait. Oh là là, mais dis donc, apparemment on aime bien cette école parce qu'on a pris que des gens là-bas. En même temps, vous y retrouvez une certaine forme de discipline, puisque vous avez été formé de la même manière. Peut-être que c'est ça qui vous aide aussi dans le travail, j'imagine. Bah oui, dans le langage, c'est une famille, on se comprend tous, et puis chacun du coup apporte sa couleur pour avoir vraiment ce panel de toute cette famille complètement déjantée. Donc voilà. Ouais. Il fallait des gens aussi qui tirent pas la couverture à eux, mais qui soient hyper proposants. Et je pense très que dans l'écoute. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'entend tous si bien, alors que ça fait quand même un paquet de temps qu'on les fait bosser. Parce que en fait, il y a aucune star là-dedans. C'est vraiment chacun est à égalité. Et même en ce moment, on est là. Oh, je veux faire ton rôle. Non, moi je veux faire ton rôle. Non, moi je veux faire ton rôle. Donc, oui, ce serait drôle pour une fois d'échanger les rôles. Ah ouais, grave, on adorerait. On va voir. De faire une représentation exceptionnelle. Vous faites tourner. Vous aimez le n'importe quoi, on va faire du grand n'importe quoi. Et puis surtout, ça fait du bien de retrouver aussi des spectacles, enfin de retrouver, il y en a plein, mais avec beaucoup de monde sur scène. C'est agréable. C'est vrai, il y a vous parliez, One Man Show. Il y a un peu une réalité économique qui fait qu'il y a de moins en moins de spectacles avec beaucoup de comédiens. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est plaisant pour le public de voir comme ça s'animer une histoire avec plein de gens, va, ça vient, ça fuse. Et effectivement, comme vous le dites, c'est vrai, vous jouez vraiment en harmonie et on le retrouve, effectivement. Donc ça fait plaisir. Alors évidemment, nous on en parle, mais il y a le public qui en parle aussi très très bien. Alors moi j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé que la scénographie était incroyable, que la mise en scène hyper rythmée, hyper travaillée, le jeu des comédiens super, l'énergie qu'ils donnent, c'est super, c'est hyper drôle, c'est complètement barré, mais j'ai trouvé ça génial. Franchement j'ai trouvé ça, j'ai passé un super moment, ça a duré 1h10, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis dans la salle et vraiment bravo à tous parce que c'était incroyable, j'ai adoré. Vraiment on s'est éclaté, c'était vraiment excellent. C'est complètement déjanté. Je disais, je sais pas, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même thème, mais moi j'ai pensé aux Deschiens, le truc vraiment, mais décalé, déjanté, à mourir de rire. On s'est bien amusé. Ça rappelle aussi cette pastille qui existait à un moment avec Sébastien Thierry. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait une pastille comme ça d'une famille. Genre, je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est vrai qu'on vous imaginerait bien sorti de cette pièce de théâtre et en faire des épisodes. C'est vrai qu'on... Ah oui, c'est vrai, on veut bien. Mais faut encore d'autres producteurs. Bonjour, on fait un appel. Voilà. Je fais beaucoup d'appels dans cette émission, vous savez, donc j'espère que ça va marcher pour certains d'entre vous. C'est clair. Voilà.
Mais voilà, on donne des idées. On sait jamais, effectivement. Alors, je vous sens joueur, évidemment. Vous êtes, vous partez dans plein d'univers. Et puis, avec cette pièce-là, où vous explorez donc les mots de Fab Caro, j'ai envie qu'on joue ensemble cet après-midi. Je vais vous donner 3 mots à chacun qu'il faudra me caser dans cette émission, dans la conversation. Okay. Et vous avez le droit de me faire évidemment la même chose. Hein, c'est réciproque. D'accord, ok. Donc, alors, je vais partir sur des trucs, faisables, j'espère. Alors, Amélie, je vous donne Hublot. En rapport avec la pièce un peu. Ça va, ouais. Cafetière okay. Et poterie. Ok. Voilà, ça c'est pour merci, vous. parce que moi j'ai une mémoire vraiment de Dory, donc moi si je les vois c'est plus facile. Ah, ça aurait pu vous aller comme rôle Dory. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, pas mal aussi. Et pour Clément, je vous donne cardigan, vignette et parpaing. Okay. Si jamais quelqu'un vous les échangez comme dans la pièce, comme les rôles. Hein. Cardigan et les quand vous me placerez un mot, vous entendrez ça. À votre tour de me donner des mots, voilà. Bon allez, puisque vous êtes 2, vous me donnez 3 mots chacun. Enfin non, comme vous voulez. Aloumi. Ah ouais, on va loin. Ouais. D'accord. D'ailleurs, qui dans certains pays se prononce Raloumi, chers amis. Ah, c'est vrai. Bon, alors Aloumi ou Raloumi. Je sais pas. Moi vraiment, c'est j'ai faim quoi, apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Par rapport à la pièce, peut-être un truc. Crash slip de bain. Slip de bain, ouais. Pas mal. Ah, toujours à placer dans une conversation. Slip de bain. Et par rapport à la pièce, margarine. Je reste sur la bouffe. Ah ouais, vous avez faim. Clairement, ouais. Allez, c'est parti. Je prends. Bon, les amis, effectivement, vous pouvez. Alors, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Vous avez un petit buzzer devant vous, voilà. Ici même. Si vous trouvez que je suis hors sujet ou je donne des fausses informations, vous pouvez buzzer mes dires. C'est parti. Vous êtes donc 2 enfants rêveurs. Clément grandit dans l'Essonne. Oui, dans ces parages là. Oui. Bercé par l'univers de Jim Carrey, les aventures d'une histoire sans fin. Ça me rappelle des souvenirs. Amélie, quant à elle, est née et élevée dans la verdure luxuriante, la faune et la flore de Paris. Non, mais voilà, je me disais, je suis à ça de buzzer. Oui, je vous voyais faire la grimace là. Donc, vous en connaissez les moindres recoins, et vous aussi, vous rêvez d'aventure quand vous êtes enfant, avec comme Madeleine de Proust. Oh, tu es là, Peter. J'ai envie de pleurer. J'adore. Évidemment, c'est la scène où on a tous envie de pleurer. Donc, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, on entend encore un petit morceau. Elle est incroyable. Ça, en français. Tu crois que c'est lui? Il a vieilli. Oh oui, alors. Peter, tu es un adulte. Tu avais promis de ne jamais grandir. Et oui, c'est la scène donc où les enfants reconnaissent enfin que Robin Williams, c'est vraiment Peter Pan. Donc c'est un grand moment pour beaucoup de gens de cette génération. On voulait pas grandir. Voilà, on voulait pas grandir. Et je crois qu'en fait, vous avez vraiment pas grandi puisque vous jouez encore. Bah c'est ça se voit qu'on a grandi, mais à l'intérieur, la poterie n'est pas cassée. Non, j'essayais de caler. Oh là là, ça commence très fort. Okay. Je l'ai passé un peu comme ça. C'est magnifique. Bon, écoutez, on revient sur cette enfance qui vous a mené vers cette activité d'éternel enfant, de comédien, de saltimbanque. On est avec Amélie Etas et Clément Séjourné qui jouent actuellement au Théâtre des Gémeaux Parisiens dans Formica, un petit bijou complètement tapé d'humour à aller voir. N'hésitez pas, on se retrouve dans quelques minutes et en attendant, c'est le Flash Info avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue, il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch. Bonjour
Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Une salve de 40 roquettes a été tirée contre le nord de l'État hébreu depuis le Liban il y a près de 30 minutes. Si pour l'heure aucun blessé n'a été signalé, plusieurs impacts ont été détectés en Galilée occidentale. Tsahal a déjoué un attentat à la voiture bélier près de Hebron en Judée-Samarie ce matin. Une Palestinienne a accéléré avec sa voiture en direction des soldats près du village d'Atoutouani sans faire de blessés. L'assaillante a été interpellée. L'émissaire américain au Moyen-Orient Amos Hochstein est attendu demain à Beyrouth pour recevoir du gouvernement libanais sa réponse à une proposition de cessez-le-feu de Washington, et ce, alors que le Hezbollah continue de cibler le nord de l'État hébreu. Le Kremlin a accusé le président américain sortant Joe Biden de jeter de l'huile sur le feu après que Washington a autorisé Kiev à utiliser des missiles américains de longue portée contre la Russie. En Ukraine, une nouvelle frappe russe a fait au moins 10 morts et 43 blessés à Odessa. L'alliance syndicale majoritaire de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs a lancé plus de 80 actions symboliques à travers la France, sans blocage majeur, pour alerter les pouvoirs publics sur le sort des agriculteurs face au Mercosur. Le Mercosur, accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud, dont la France s'efforce de bloquer la signature, assure la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Le sujet doit être discuté au sommet du G20 qui s'ouvre au Brésil. Enfin, la 11e semaine de débat s'est ouverte au procès des viols de Mazan. Depuis ce matin, la parole est donnée au dernier des 50 hommes accusés d'avoir répondu à l'invitation de Dominique Pellicot pour venir violer son épouse qu'il droguait. L'audience doit ensuite entamer une seconde phase, celle des plaidoiries. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, on est dans le Annabelle Show avec Amélie Etas et Clément Séjourné dans Formica au Théâtre des Gémeaux Parisiens. À tout de suite. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h-22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Si vous nous rejoignez dans le Annabelle Show, aujourd'hui je reçois Amélie Etas et Clément Séjourné. On les retrouve actuellement au Théâtre des Gémeaux Parisiens, qui est d'ailleurs un nouveau théâtre, il faut absolument aller découvrir, qui est un très joli lieu. Ils sont du mercredi au dimanche dans Formica, une comédie complètement tapée. Et voilà, qui vous parlera de vous, de votre quotidien, sous un angle absurde et léger et grave en même temps. Voilà, et effectivement une troupe joyeuse à aller applaudir très vite, parce qu'ils sont là jusqu'au 12 décembre, donc n'hésitez pas. Alors, on était sur votre enfance, on abordait donc voilà cette enfance bercée d'aventures et bercée de grands génies de la comédie, je dirais, parce qu'entre Robin Williams et Jim Carrey, on est pas mal. Et effectivement, ça vous donne envie à ce moment-là, quand vous voyez ces films d'aventure, on voit des enfants, etc. Vous avez déjà ce premier déclic du jeu? Ah ouais, clairement, ouais. Puis voir toutes ces histoires incroyables, surtout à cette époque-là, en fait, où finalement, je trouve qu'il y avait vachement de propositions très différentes et c'était toujours des aventures dingues. Ouais, clairement, ouais, c'était vraiment cette envie de jouer, de se dire, ah putain, on peut être un enfant finalement toute sa vie et jouer comme ça. Il y a des possibilités, il y a un métier qui existe. C'est celui-là. Ouais, complètement. Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, dans Hook, je voulais juste avoir le même repas quand il se balance la fausse nourriture. Ouais, j'ai failli passer cet extrait-là, je vous cache pas. Ah là là. Au moment où il se balance des insultes aussi. Mais bon, oui, on est en radio. il y a plein de trucs. Voilà. Mais je sais pas si j'avais conscience que je voulais déjà jouer, mais je voulais juste vivre avec eux. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, petite, vous êtes timide et vos parents vous inscrivent très tôt au théâtre, dès 5 ans.
Et alors, comment ça se passe? Comment Ils me jettent là-bas. Comme la nourriture dans le hook, ils nous jettent dans le cours de théâtre. C'est vrai que 5 ans, c'est tôt. Ouais, c'est tôt, mais je pense que ça venait de moi, je sais pas trop. Enfin, ils avaient un pote qui était vaguement prof, nanana, donc hop, ils m'ont inscrite là-bas. Et j'ai passé ma vie, quoi. D'abord tous mes mercredis, puis tous mes mercredis et tous mes samedis, puis tous mes mercredis, samedis et dimanches, plus les colos. Enfin, vraiment, je passais ma vie dans ce théâtre. Voilà. Donc, et après, très, très logiquement, ça a pris beaucoup de place. Ouais, c'était assez limpide. Oui. La trajectoire, quoi. Oui. Bah après, il y avait la danse aussi qui prenait beaucoup de place. Oui, vous avez effectivement, donc vous avez un parcours assez multi-talent, la danse et le chant aussi. Ah oui, non, mais le chant, j'ai aucun talent. Le chant, c'est vraiment parce qu'à un moment, il a fallu que je travaille parce qu'on m'a pris pour une comédie musicale et je me suis dit, je suis une imposteur. Il va falloir travailler un petit peu. Non. Mais la danse et le théâtre, ouais, c'était mes deux dadas. Ouais, là-bas, j'étais pas timide, quoi. Là-bas, je pouvais tout faire. Bah d'ailleurs, vous parlez de la danse et c'est vrai que dans la pièce que vous jouez, on retrouve cette importance du corps, c'est assez chorégraphié. Alors je sais pas aussi si c'est cette valeur-là de la mise en corps, comme a dit ici Gina Djemba qui est venue ici, qui a utilisé cette expression que j'ai trouvée assez jolie, qui a parlé de mise en corps. C'est quelque chose aussi que vous avez travaillé dans la même école ou c'est où voilà Ouais, on a travaillé ça à l'école et puis mais même c'est surtout que ça apparaissait assez naturel puisque vu que c'est très graphique dans la BD, il fallait qu'on retrouve un peu cette énergie des vignettes où il y a une image mais qui est hyper efficace et l'imaginaire prend le relais. Et là, on s'est dit mais il faut qu'on arrive à retrouver cette forme-là en tout cas et puis un hommage à la BD qui parfois c'était presque du storyboard. Hein. Ouais, c'est vrai. Certaines images qu'on a récupérées directement. C'est quasiment un roman photo, quoi. Ouais, exactement. Clairement. Ça c'est un de mes rêves de faire un roman photo. Ouais. Ah ouais, grave, c'est tellement drôle. Mais non, mais en fait, justement, Fab Caro a fait du roman photo. Il a fait un roman photo avec Éric Judor. Exactement. Qui j'ai Vaudou quelque chose. J'ai plus le nom, mais machin truc Vaudou. Oui, Vaudou. Ouais, je sais plus. Vaudou Guacamole, je crois. Vaudou Guacamole. Joli. On peut m'inviter à des émissions de culture générale. C'est clair. Non, puis en vrai, on était 8 sur scène et il fallait que ça ressemble à des tableaux. Sinon, c'est le bazar. Ça ressemble à des vignettes. Ouais, oh là là. Joli. Franchement, je te donne l'avais 2 déjà points. placé en plus. Moi, je suis toujours sur mon truc, mais. C'est vrai que ça passe pas crème comme dans de la margarine, les mots qu'on avait choisis. Impossible à placer les mots qu'on vous a donnés. Vous m'avez donné, ouais. Donc effectivement, ce parcours voilà de danse et de théâtre. Clément, donc quant à vous, vous commencez au conservatoire de Marcoussis, même endroit que le Centre national de rugby. Voilà, c'est ça. Vous avez commencé tôt? Ouais, j'ai commencé. J'étais au collège avec mon meilleur ami Romain Crivellari, mais. Et très vite, j'ai su que je voulais faire ça. En fait, j'avais vu mes parents, ils avaient repris. Ma mère avait joué dans une pièce de théâtre quand j'étais petit, et je me rappelle ne pas la reconnaître sur scène et de me prendre un petit choc à me dire. Je comprends pas, c'est pas elle et tout, mais pourtant c'est elle. Et je pense que ça a dû créer une petite névrose à ce moment-là. Vous avez dit, mais. Voilà, je vais en faire un truc. Faire pareil, moi. Voilà, c'est ça. Vous vous rappelez dans quoi elle jouait? Et c'était une pièce, elle avait repris, mais pour une troupe qu'ils avaient rencontrée comme ça. C'était Léonie est en avance. Et l'autre, je sais plus exactement. Mais voilà, ça a commencé là. Après, j'ai fait le conservatoire de Marcoussis, puis j'ai fait une option théâtre au lycée Arpajon, qui était dirigée par Yves et Josiane Belzeker, que j'embrasse, qui étaient vraiment formidables, qui m'ont tellement appris de choses. Et donc voilà, ça c'est né assez rapidement. Donc il y a quand même eu la transmission par maman de la passion du théâtre. Quoi, ouais, et Delphine Colaboudo, qui était ma meilleure pote, où en fait, quand on se retrouvait, on faisait que écrire des sketchs et se dire qu'est-ce qu'on va faire comme blague aujourd'hui. Ça a démarré très tôt. Justement, vous écriviez des sketchs, ça vous donne envie aussi d'écrire par la suite Ouais. C'est parce qu'en plus, quand on est deux, c'est plus facile, les brainstorming, tout ça. Ouais, est-ce que vous avez des envies comme ça d'écriture? Oui, moi j'ai des casseroles sur le feu là-dessus. Ouais. J'en parle pas encore, mais avec deux amis aussi où on écrit. Ça va tourner là cette année. Qui ont travaillé sur les vidéos de Farouka. Ah oui, très bien. Qui ont réalisé les vidéos. Dilolo. Ouais. Donc, on sait pas sous quelle forme. C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Oui, pour le coup, là, c'est des séries. Ça va tourner cette année. Ça va être. Écoutez, ça va envoyer. Du parpaing. Allez, t'en es à 2. Ouais, il est joli. Il te manque Cardigan. Pas très bien. Moi, il m'en manque aussi. Hein. Mais je vais trouver. Donc, effectivement, vous grandissez comme ça. Ah, alors, vous grandissez aussi donc avec d'autres références génies de l'humour. Et je pense notamment pour vous, Amélie, à. Eh ben alors. Pourquoi vous riez pas? Mais faut rigoler.
C'est un spectacle comique, on rigole. Alors je vous. Le spectacle d'Elikako, c'est un spectacle comique. Alors on rigole, voyez, on s'amuse. Je vous avoue que j'ai eu la même passion que vous, enfant. Mais cette VHS. À connaître par cœur. Moi, je l'avais même vu sur scène. Oh, la chance. Et c'est vrai que quand j'étais revenue, je refaisais tout son spectacle par cœur. C'était quand même. Et vous aussi, vous avez mis un collant noir sur la tête pour faire la. Il avait un défilé de mode absurde. Oui, pour faire le défilé de mode de Jean-Paul. L'hommage à Jean-Paul Gaultier, évidemment. Et puis j'avais une tante qui m'avait offert comme cadeau empoisonné un châle dégueulasse, mais qui m'a beaucoup servi pour refaire mes messages. Voilà. Fantastique. Ah ouais, et le You Wash It. Non, mais Elikako, mais génie absolu. Mais justement, vous qui avez comme ça été bercé par ces sketchs et qu'on a vu donc sur des formats à l'écran, seul, ça vous a jamais traversé l'esprit le One ? Non, pas du tout. Non, moi, j'aime pas être seule sur scène. Je suis une ancienne timide. Hein. Moi, il faut ouvrir le hublot et puis regarder ce qu'il y a derrière. Oui, j'ai regardé mon papier. Non. On m'a proposé quelques fois et je sais pas. Non, j'arriverai pas du tout. Je serais nulle. Ouais, en fait, vous vous sentiriez à nu sur scène, toute seule, un peu comme si vous étiez en slip de bain devant un public. Quoi. Ah, joli. Pas mal. Très bien. Voilà, exactement. C'est ça, c'est le slip de bain. C'est un peu ça. D'accord, très bien. Donc pour Clément, comme on l'a dit, c'était plutôt ce. Ah oui, ça a beaucoup marqué votre. C'est marrant que vous ayez cette référence parce que c'est vrai que tous les deux, vous avez des choses assez cartoon dans votre façon de jouer. Oui. Ce qui est un compliment, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une énergie comme ça, qui dans le rire, c'est très millimétré ce que vous faites, et c'est vrai qu'il y a cette énergie comme ça, à la fois du One et à l'américaine, je dirais, qu'on retrouve évidemment chez Jim Carrey ou même chez Elikako. Et donc ça, vous connaissiez vous êtes tombé amoureux de Jim Carrey sur The Mask. Et Ventura aussi, surtout. Je sais pas si les cassettes. Vu que c'était l'époque quand même où on avait les cassettes et on les surinait. Mais on les regardait 1000 fois par semaine parce qu'on avait que ça, il n'y avait pas de Netflix et tout ça. Bah non, du coup on les saignait les cassettes quoi. Ouais, et puis en fait surtout c'était un génie rythmique quoi. D'interprétation. Ça à Dumb and Dumber aussi. Ouais, Dumb and Dumber, fantastique. Mais tout ce qu'il a tourné, moi j'adore. Ouais, parce que c'était un choc de me dire ah ouais, il arrive à faire ça. C'est presque un dessin animé mais vivant avec de la chair et qui est d'une précision rythmique. Enfin, il est imbattable quoi. Et donc et en fait ça m'a beaucoup bercé. Mais je me rends compte chez tous mes amis qui ont été vachement bercés par Jim Carrey. En fait, on prend tous de Jim Carrey dans notre jeu, dans la précision rythmique, de corps, c'est quand même très efficace. Ça a quand même fait ses preuves, je dirais. Ah non, mais il est trop fort. Et puis par ailleurs, dans la justesse du jeu, parce que effectivement après quand on l'a trouvé dans Truman Show. C'était magistral. C'est magnifique. D'ailleurs, il y a une séquence assez légendaire où il dit il a pas reçu l'Oscar et donc il dit il se venge un peu sur le public, sur l'Académie des Oscars qui aurait dû lui donner quoi en gros. Donc c'est vrai qu'on retrouve ces énergies comme ça dans votre jeu. Alors vous passez donc. Alors, est-ce que c'est là où vous vous êtes retrouvés ? Vous passez donc dans l'école Claude Mathieu. C'est là que vous vous êtes rencontrés ? Non, même pas. Peut-être pas au même moment. Parce que Clément, il est jeune par rapport à moi. Donc non, on s'est croisés et on s'est retrouvés plus tard. On a fait partie de la même compagnie et on s'est retrouvés sur un spectacle. Non, on s'est pas retrouvés sur un spectacle, sur un festival. On a passé un vrai festival de saltimbanque. C'était quoi comme festival ? Un festival de notre compagnie. C'était les 10 ans de la compagnie. On a joué 10 spectacles pendant 3 semaines. Le temps est incertain, mais on joue quand même. Qui est maintenant le TRPL. Donc vous étiez dans la même compagnie. Voilà. D'accord. On jouait pas ensemble. Oui, c'est ça. Des années d'écart. C'était un peu compliqué. Et puis voilà, on s'est retrouvés là. Et puis après, on a bossé ensemble. Et puis on a fait plein de choses ensemble. Effectivement. Et donc, cette école Claude Mathieu, comme vous disiez, l'école de la troupe, du collectif, et qui vous amène comme ça aujourd'hui à avoir certaines valeurs que vous avez envie de retrouver. Vous y faites, j'imagine, des copains, avec qui vous travaillez par la suite. Effectivement, il y a pas mal de gens que vous avez castés là. Il y a Chloé Chazé aussi qui vient de Claude Mathieu. Chloé Chazé, Nicolas Hardy, Jacques Adjage qui est même prof. C'était mon prof de clown, Jacques Adjage. Marc Shapira qui était un de mes profs aussi. Qui joue le rôle du papa, donc, en alternance, Raphaël Mostet, Marianne Thierry, Clémentine Nievdonski. Enfin, en fait, il y a que Julien Rattel et Emmanuel Fernandez qui viennent pas de Claude Mathieu. Bravo.
Et donc, effectivement, ce début de carrière se passe surtout au théâtre. Oui. Ouais. Vous rentrez assez rapidement dans cette troupe dont j'ai oublié le nom. C'est compliqué. Le temps est incertain, mais on joue quand même. Mais c'est devenu plus sérieux maintenant, c'est le TRPL. Oui, c'est très joli. Le temps est incertain, mais on joue quand même. Ouais. Et effectivement, c'est une phrase qui s'adapte à tous les comédiens. Oui, et leur carrière. Le temps est incertain. Et à toutes les époques, parce qu'on peut le dire aujourd'hui aussi, le temps est incertain, mais on y va quand même, on joue quand même. Exactement, c'est assez bien vu. Et donc, c'était quoi la spécificité de cette troupe? C'était plutôt dans la comédie ou plutôt dans les classiques? Ça dépendait, ouais. C'était une tournée, en fait, on tournait en extérieur et on allait de ville en ville. Donc c'était de ramener le théâtre là où il n'y en a pas forcément. Ouais. Et de vraiment l'ouvrir à tout le monde et de le rendre accessible à tout le monde. Donc c'est une très très belle dynamique de troupe. Mais après, finalement, avec Claude Mathieu, tout le monde travaille avec tout le monde. C'était pas spécifiquement cette troupe, c'est aussi, on a toujours tous travaillé les uns avec les autres. C'est vraiment un vivier de création, finalement, aussi, et d'envie de création. Et pas seulement de jouer en étant mercenaire, quoi, entre guillemets. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a pas mal de metteurs en scène. Je pense à Jean Bellorini qui sort de là-bas, qui a fait cette école de formation de l'acteur, mais en fait, juste parce qu'il voulait mettre en scène, il voulait savoir comment on dirige un comédien. Et pour ça, c'est pas mal de savoir ce que ça fait d'être sur le plateau. Effectivement. Non, c'est une école qui pousse à la création, qui pousse à l'écriture, qui pousse à. C'est vrai que le choix de l'école au début d'une carrière, c'est quand même très important pour lancer quelque chose. Ça vous permet effectivement à la fois de rencontrer les gens avec qui vous allez probablement travailler. J'ai reçu Michel Fugain il y a une semaine ou deux, et lui il voulait faire du cinéma et pas forcément être comédien, mais il racontait quand il arrivait à Paris, il savait pas trop. Enfin voilà, il était tout seul, il connaissait personne, il s'est dit c'est quoi le meilleur endroit pour faire des rencontres et puis s'amuser avec des gens qui sont créatifs. Je vais m'inscrire à un cours de théâtre, et puis c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière effectivement. Donc c'est vrai que c'est assez important et comme on le voit dans votre carrière, ça vous a servi puisque vous retrouvez comme ça à chaque fois des gens qui viennent de cette école-là. Et donc alors vous faites des festivals, effectivement, vous sillonnez la France, et puis lors d'un festival d'Avignon, chère Amélie, vous vous faites repérer par un agent de la pub, l'agence Rebecca. Oui, par Sandrine de l'agence Rebecca, qui je sais pas, elle m'a trouvé chouquette. J'avais 20 ans, j'étais petite blonde aux yeux bleus. Non, peut-être 22. Vous avez joué? Oui, quand même. Dans une. Non, parce qu'à Avignon, on peut aussi se faire repérer en tractant dans la rue, en paradant. Il y a toutes sortes de façons de s'exprimer. C'est vrai. Non, elle faisait partie de ces directrices de casting qui vont voir. Très bien. Et on était sur une comédie musicale sur Bobby Lapointe, on était 14 sur scène. Gros problème avec le fait d'être nombreux sur scène, quand même. Voilà. Et bref, et c'est comme ça que j'ai décroché la pub Leclerc qui m'a. Oui, quelques années plus tard, du coup. Effectivement, et donc venons-en. Donc c'est en 2010 que commence cette aventure. Eh ben peut-être, j'en ai aucune idée. Oui, ça doit être ça. Je sais pas trop. C'est pas très grave. Grosso merdo, c'est par là. En tout cas, on y découvre donc cette énergie-là. Avant, qu'est-ce qu'elles étaient lourdes les bouteilles d'huile d'olive. Mais maintenant, les nouvelles bouteilles d'huile d'olive Rustica de marque Repère sont 10 fois plus légères. C'est bien, ça pollue moins pour les transporter. Alors effectivement, je pense que dans l'histoire de la publicité, il y a des personnages emblématiques. Et enfin, personnellement, je me rappelle très bien de quand on vous a découvert, parce que vous aviez un personnage amusant, solaire, rayonnante comme ça, et c'est vrai que vous passiez pas du tout inaperçu. C'est un peu comme à l'époque, il y avait le Monsieur Marie, les trucs comme ça, des sagas, et c'est vrai que ce personnage vous a beaucoup porté, j'imagine. Ah oui, puis c'était des gens très intelligents qui ont écrit ces pubs, où, en gros, oui, il fallait vendre les produits, mais il fallait quand même un peu gentiment se moquer des publicitaires. C'est ça, il y avait un second degré sur... c'est un peu ce que raconte d'ailleurs Bec BD dans 99 francs à l'époque. Ce côté très carré de la pub, très académique, pas du tout original. Et là, ça a amené, ça a amené un souffle nouveau, de l'humour, un recul sur le marketing et tout ça. Et puis effectivement, c'est là que vraiment qu'on a découvert votre énergie à vous, parce que ce personnage quand même vous ressemble. Cette énergie, je parle pas de ce qu'elle raconte, mais cette énergie, cet humour, ce côté décalé, et on découvre votre patte à vous, quoi, votre jeu à vous, en fait. Vraiment. C'est ça, et puis en plus, alors je sais qu'au début, moi j'ai passé plein de castings pour avoir ce truc, c'était vraiment long, et on m'a dit, une fois que je l'ai eu, qu'au début, il me trouvait pas assez jolie pour le faire. Un truc de malade, ce que vous me dites là.
Parce qu'en fait, ils disaient, non, il faut vraiment que ça soit la mannequin, quoi. Et en fait, ceux qui ont écrit la pub ont bataillé en disant, mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez une fille très belle, mais un peu plate? Vous voulez une fille qui essaye justement de rire un peu de tout ça? On est quand même en train de vendre du pâté, de l'huile d'olive. Enfin, rions-en. Et donc, c'est comme ça que j'ai été prise. Et c'est comme ça, après, qu'ils m'ont repéré sur M6 pour passer scène de ménage. Donc, quand j'ai des comédiens qui me disent, est-ce que je dois faire de la pub et tout, je sais pas, j'en sais rien. Mais moi, je suis très contente de l'avoir fait parce que je me suis marrée, que j'ai arrêté d'être serveuse, vendeuse, / tout. Et que en plus j'ai voyagé et que c'était un exercice de dingue parce que vendre du pâté en essayant d'être un petit peu drôle et j'ai jamais vendu de pâté d'ailleurs. Vendre des cafetières. Je le dis. Dites-moi, vous vendiez pas du halloumi par hasard? Elle est jolie. J'ai tout casé. Avec l'accent. Et bim. Avec l'accent. Et il manque ton. Il manque le cardigan. Il manque quoi? Non, il manque que le cardigan. Bon. Il va venir. Il va venir. Si c'est pas vous, une de nous deux le dira, on vous aidera. C'est pas un problème. Mais effectivement, ce que vous dites, là, vous dites quand les comédiens me demandent s'il faut faire de la pub ou pas. En fait, une carrière, c'est fait de plein de trajets différents. C'est ça. Et effectivement, c'est comment montrer votre palette, quel que soit le média, en fait, que ce soit la pub, la scène, l'écran, les fictions, les sketchs ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, cette patte qui est la vôtre, on l'a retrouvée dans votre programme court après La Louve. Du coup, mais c'est quand même dingue ce que vous me dites. On vous a dit que vous étiez pas assez jolie. Alors que... on me l'a pas dit à moi, on l'a dit à une personne. Non, mais c'est quand même fou parce que justement. Ce qui faisait tout le charme de ces pubs, c'est que non seulement vous étiez jolie, drôle, pétillante, rigolote, et qu'on retrouvait comme ça voilà, une harmonie dans tout ce que vous étiez, quoi. Ok, bon, c'est voilà, les joies des coulisses et des productions. Et effectivement, donc, après, on vous retrouve dans ce fameux programme donc, que vous avez créé, que vous avez écrit, La Louve. Oui. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus donc, sur cette jeune femme... voilà, grande gueule qui parle des losers de l'amour. Oui, c'est ça. Louvre, ouais, c'était la contraction de love et de lose. Ouais. Voilà. Évidemment, Louvre pour le côté protectrice. Non. Et oui, j'avais 30 ans, j'avais hyper envie d'écrire, j'avais hyper envie j'ai toujours eu ce truc où j'avais besoin ouais, je sais pas, de me raconter, mais à ma manière. Et en vrai, je venais de vivre une séparation, j'avais pas de travail, je me suis dit, il y a un producteur qui m'avait glissé dans l'oreille quelques temps avant, si t'as une idée de programme court, moi j'aime bien ce que tu fais, vas-y, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et bouf, c'est venu. La Louve, on a vraiment filmé j'ai écrit une bêtise sur un bout de feuille, on a tourné ça avec un iPhone avec un pote, on lui a envoyé, il a dit banco, puis après on a trouvé France Télé assez rapidement qui nous ont signé 2 saisons. Et après, j'ai bossé avec Clément Vallos à la réal, parce que je ne sais pas réaliser. Donc, lui, il me dirigeait, puis moi, j'écrivais des conneries. Puis voilà, ouais, c'était irrévérencieux. C'était un peu. Maintenant, avec le recul, je me dis, quand même, c'est un peu vulgaire parfois et tout. Mais c'était pas la même chose il y a 10 ans. Enfin, ouais. Il n'y avait pas, connasse sur Canal. Liberté de. Vous aviez vraiment énormément de liberté sur ce. Énormément. Voilà. Mais limite, il nous poussait à être un peu comme ça, provoquant, piquant. Ouais, ce qu'on a beaucoup moins aujourd'hui. Et ce que d'ailleurs on retrouve un peu dans votre pièce, d'ailleurs. Oui. Ce côté, voilà, piquant, aller plus loin que là où que le politiquement correct, bien sûr. Et c'est vrai que on vous a fait confiance. Vous aviez déjà fait la pub, la campagne, quand le producteur dont vous parlez, vous avez peut-être repéré grâce à ça d'ailleurs. Je sais même plus, je crois qu'il m'avait fait passer un casting, mais je sais même plus pourquoi, et il m'avait dit ça au casting, peut-être qu'il m'avait vu dans la pub, franchement je me rappelle plus. Non, mais comme quoi c'est important aussi de saisir les opportunités qu'on vous tend, même quand c'est juste une phrase comme ça en l'air, ça peut devenir quelque chose de concret, quoi. Je sais pas, moi je dirais ceux qui veulent être comédiens ou n'importe quoi, si quelqu'un vous fait confiance un minimum, mais vous lui bouffez le bras, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut foncer, il faut y aller. Est-ce qu'on vous laissera pas 2 fois une chance? Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Et donc vous avez saisi cette chance avec. On va en prendre une petite phrase, un petit extrait de cette Louve. Bravo, vous êtes une fille bien, amoureuse, aimée, fidèle, très fidèle. Tellement fidèle que vous interdisez d'aller voir ailleurs, ce qui est très bien, hein. Ouais, j'avais pas mis la suite, qui était un peu moins. Je sais pas si ça passe ici. Ouais, c'est pour ça, avec le recul, je me dis quand même. Mais pour avoir revu et pour me rappeler de ce programme, c'est vrai que, en fait, comme vous amenez ça avec beaucoup de légèreté, de fraîcheur et de bienveillance, tout ce que vous dites passe, en fait. Tout simplement, parce que c'est ça aussi, on peut aborder tous les sujets, mais ça dépend de comment on les joue, quoi. Ouais.
Enfin, je crois qu'on aime tous les deux l'autodérision. Et moi, j'adore. Je sais pas, quand tu rencontres des gens et que d'un coup, ils disent à la question ça va, ils disent bah non, ça va pas parce que je me sens une merde, parce que j'ai ci, j'ai ça dans la vie et tout. Moi, je m'attache direct. Et la Louve, elle a ce côté-là. Dans Formica, ils sont tous un peu. Alors là, c'est une cata. Enfin, Hervé, on n'en parle même pas. Catif, Oui, non, on n'en parle pas non plus. Attachons-nous aux gens un peu losers, quoi. Ils sont trop mignons. D'ailleurs, je vais vous reparler de vos personnages, mais je pense notamment à des passages emblématiques, notamment quand vous partez en monologue complètement transcendantal, voilà, sur le sens de la fin. Bon, bref, c'est très rigolo. Voilà, il faut aller le voir ça. Et puis quand vous pétez des plombs aussi de votre côté, Amélie, et encore une fois, on y croit, on est avec vous. Et il y a quelque chose de jouissif comme ça, parce qu'on se dit aussi, si nous-mêmes on avait le droit en famille des fois de péter des câbles comme ça, qu'est-ce que ça donnerait, quoi. C'est exactement ça. Je crois qu'à Noël, pensez à nous quand votre oncle dira une grosse connerie. Est-ce que vous aurez envie de lui faire? Vous ne pourrez pas faire. Effectivement. Et donc, voilà, ce programme court vous amène, comme vous l'avez dit, vers cette aventure de scène de ménage. Là, le casting a été beaucoup plus rapide pour le coup que pour Marc. Incroyable. Que pour la marque dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Hyper rapide, oui. Bah alors, je crois que ça faisait déjà genre 3 ans qu'ils étaient en casting pour ce couple-là. Ils ont changé 50 000 fois leur braquet d'épaule. Braquet ? Oui, ça marche. Ça passe. Leur cardigan d'épaule. Ouais. Et on invente des expressions. Oui, comme ça. Et c'est parce qu'ils ont mis des trucs bizarres dans l'ananas. Et Grégoire Bonnet, mon partenaire, avait déjà été sélectionné. Et moi, ils m'ont appelé. Et on n'était que 4 comédiennes. Donc, j'ai passé le casting, mais en conditions réelles, dans le studio, avec tous les producteurs maquillés, coiffés. Enfin, c'était ultra flippant. Et la semaine d'après, ils m'ont appelé en me disant bon, bah voilà, tu repasses un deuxième casting. Et enfin, en une semaine, c'était plié, quoi. Ah ouais. Donc, ça fait du bien, parce que c'est le genre de casting que tu as vraiment envie d'avoir. Oui. En effet, oui, je pense que pour scène de ménage, c'est vraiment quelque chose que vous aviez vraiment envie de. Et puis en plus, donc vous êtes arrivés les couples, le couple après, c'est-à-dire il y a déjà eu la création. Il y a aussi vous connaissiez déjà le succès de la série, donc on sait déjà que la série marche bien. Donc il y a à la fois ce côté, c'est super, la série fonctionne, et en même temps, il faut assurer derrière, j'imagine. C'était à la fois beaucoup d'excitation et de pression, peut-être de votre côté. Oui, puis ils nous avaient prévenu que Anne-Elisabeth Blateau et David Morat, ça avait été compliqué pour eux l'arrivée parce que les gens ils sont là, on veut pas des nouveaux. Ouais. Donc on nous a prévenu, genre pendant 2 ans les gens vous détestez, c'est pas grave. C'est vrai. Hein, des et c'est ce qui s'est passé. Non mais on était habitués à ça, enfin on s'est accoutumés à ça. On s'est dit voilà, les gens vont pas nous aimer pendant 2 ans et puis après ça va arriver. Maintenant c'est bon, on fait partie Ils nous des connaîtront. C'est bon. Et on fera partie des photos de famille comme dans la presse. Exactement. Effectivement. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis c'est l'occasion, de plus vous connaissez. Enfin, la difficulté effectivement sur scène de ménage, comme tout sur toute création, c'est qu'on y croit et qu'on croit à votre couple. Effectivement. Donc comment c'est arrivé ça, c'est vrai qu'on a besoin de connivence entre vous. Vous avez appris à vous connaître. Je sais pas, je crois que c'est comme les couples dans la vie. Il y en a, ils paraissent évidents et en fait, ils clashent 2 ans après. Et d'autres, on se dit, mais ça va jamais marcher. Et en fait, Grégoire et moi, dans la vie, on ne se ressemble pas du tout, mais on s'aime d'un amour infini. Nos 2 persos, a priori, n'avaient rien à faire ensemble. Et en fait, écoute, ça marche parce qu'on a eu l'habitude de bosser ensemble, parce qu'on a les réals qui nous aident, on a l'écriture qui nous aide. Et maintenant, en tout cas, moi, je me pose pas de questions. Ça roule. Ça roule. C'est génial, c'est une belle aventure qui dure depuis quelques années déjà. Ça fait 9 ans déjà pour nous. Ouais. 15 ans pour la série et 9 ans pour nous. Waouh. Écoutez, on revient avec vous, avec Amélie Etas et Clément Séjourné dans ce voyage, dans votre parcours. On les retrouve au Théâtre des Gémeaux Parisiens du mercredi au dimanche dans Formica. Courez les voir, c'est jusqu'au 12 décembre. Un ovni, mais qui parle de vous. c'est drôle, c'est fou, donc n'hésitez pas. Et en attendant, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. À tout de suite sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Participez à l'action don de la Tzedaka FSJU les 17, 18 et 19 novembre. Rejoignez-nous pour 72 heures de mobilisation intense. Aux côtés de nos parrains Éric Toledano et Olivier Nakache, de nos ambassadeurs et militants, vous aussi, participez à cet élan de solidarité. Chaque don compte. Unissons-nous pour faire la différence. Les 17, 18 et 19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org. actiondon.fsju.org. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 409e jour de guerre en Israël, le Hezbollah a tiré une centaine de roquettes contre le nord du pays depuis ce matin. Aucun blessé n'a pour l'heure été signalé suite au tir de la dernière salve de 40 projectiles lancés aux alentours de 15h heure israélienne. Néanmoins, plusieurs impacts ont été signalés en Galilée occidentale. Plutôt 2 individus, une sexagénaire et un trentenaire, ont été légèrement blessés par des débris de missiles. Un bâtiment à Kiryat Shmona et un poulailler à Margaliot ont par ailleurs été touchés. Et puis ce matin, l'armée a déjoué une tentative d'attaque à la voiture bélier dans le sud de la Judée-Samarie. Une Palestinienne a accéléré avec sa voiture en direction des soldats près du village d'Atoutouani. Les troupes ont ouvert le feu, neutralisant l'assaillante qui a été interpellée pour interrogatoire. Le Liban et le Hezbollah auraient accepté le plan de cessez-le-feu américain, c'est ce que rapporte la chaîne libanaise LBCI. Amos Hochstein, l'émissaire américain chargé des négociations pour une trêve au Liban, est attendu à Beyrouth demain pour recevoir la réponse officielle à la proposition américano-israélienne. En parallèle, les médias libanais rapportent qu'une frappe attribuée à Israël à Mar Elias dans le sud-ouest de Beyrouth a tué un haut commandant du front sud du Hezbollah, Mohamed Mahdi, responsable des opérations de son unité. L'armée israélienne a également confirmé avoir éliminé Mohamed Afif, chef de la propagande et porte-parole du Hezbollah, lors d'une frappe aérienne contre la capitale libanaise hier soir. L'Union européenne renforce ses sanctions contre Téhéran, accusé de soutenir l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine en lui livrant des drones et des missiles. Les 27 ont décidé d'interdire l'exportation, le transfert et la fourniture depuis l'Union de composants utilisés dans la fabrication d'armes par l'Iran, ainsi que l'utilisation de ports iraniens comme Amirabad ou Anzali sur la mer Caspienne. De son côté, le Royaume-Uni sanctionne la compagnie aérienne Iran Air et la compagnie de transport maritime public iranienne Irisl, accusée de participer au transfert par le gouvernement iranien de missiles balistiques à la Russie. Les dirigeants du G20 se retrouvent aujourd'hui à Rio de Janeiro au Brésil pour un sommet sous haute tension. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les a appelés hier à faire des compromis pour permettre un résultat positif à la COP29, conférence de l'ONU sur le climat qui piétine à Bakou depuis une semaine. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient devraient également animer les discussions. Les agriculteurs ont lancé ce matin l'acte 2 de leur mobilisation en France, mobilisation portée par l'Alliance syndicale majoritaire de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs, moins d'un an après un ample mouvement de colère dans les campagnes qui avait abouti en janvier à des blocages de sections d'autoroutes dans le pays. Cette fois-ci, l'aboutissement du projet d'accord de libre-échange de l'Union européenne avec les pays sud-américains du Mercosur est particulièrement visé. Un accord dont la France s'efforce de bloquer la signature. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Le Mercosur, comme le président de la République l'a exprimé hier, comme le Premier ministre l'a exprimé à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen jeudi dernier, est inacceptable en l'état. Pour des raisons de cohérence, nous devons faire en sorte que nos politiques commerciales et nos politiques environnementales soient cohérentes. Il est impensable qu'alors que nous imposons à nos producteurs en Europe des contraintes, des exigences particulièrement fortes, eh bien que nous ne demandions pas à nos partenaires commerciaux de respecter ces mêmes exigences, que ce soit le respect de l'accord de Paris ou un certain nombre de règles environnementales et sanitaires.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, depuis le siège de l'Union européenne cet après-midi. Du sport pour terminer ce journal avec du football et une victoire historique mais amère pour Israël face à la Belgique en Ligue des Nations hier soir. L'équipe a conclu sa campagne dans la compétition avec le score d'1-0 contre la Belgique, 3 jours après un match nul face à la France. Malgré cette performance, la formation termine dernière de son groupe et est reléguée en Ligue B. Manor Solomon, attaquant au sein de l'équipe israélienne. Une telle victoire contre la Belgique est évidemment très importante. Je dois dire que je suis très fier de tous nos joueurs sans exception. On a vraiment tout donné lors de ces 2 derniers matchs. On s'est sacrifié, on s'est battu contre des équipes très fortes et nous ressentons quelque chose d'extraordinaire dans cette équipe. Quelque chose qui grandit vraiment. Avant le match, nous sentions que nous pouvions obtenir un résultat incroyable ici. Et nous l'avons fait. Nous sommes heureux. Manor Solomon, joueur de l'équipe israélienne de football. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie de cette émission du Annabelle Show avec mes invités Amélie Etas et Clément Séjourné qu'on retrouve actuellement pour rire dans Formica au Théâtre des Gémeaux Parisiens. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est dans la dernière partie du Annabelle Show. Je suis en excellente compagnie avec les pétillants comédiens et voilà, auteurs aussi. Clément Séjourné et Amélie Etas qui sont en ce moment au théâtre. Allez applaudir, allez rire avec eux dans Formica au Théâtre des Gémeaux Parisiens. C'est du mercredi au dimanche et je les ai vus et j'ai beaucoup ri et je me suis beaucoup amusée. Donc vraiment n'hésitez pas à foncer, à rire avec eux. Ça va toujours ? Ouais, très bien. Alors, on a parlé donc de ces rôles que vous avez joués, Amélie, notamment la Louve, voilà, Camille actuellement dans Scène de ménage. Et vous aviez le droit de placer le mot slip de bain. Je crois que vous avez un truc à raconter sur Gérard Hernandez avec le mot slip. Oui, alors je sais plus à quelle émission on assistait. Je crois que c'était un truc avec Michel Drucker. Et on était en coulisses et Gérard, 90 ans maintenant. Raymond dans Scène de ménage, bien sûr, évidemment. Voilà, notre papy national qui devait avoir 88 ans à l'époque, juste avant de rentrer, a baissé son pantalon tranquillement et est rentré en slip. Voilà. C'est la meilleure blague, la plus universelle. Non, mais il est à mourir de rire. C'est le plus punk de tous. Il est incroyable. Si, il a une énergie aussi. C'est vrai que voilà, sur le casting de Scène de ménage, on a plein d'énergies différentes, mais effectivement Raymond inimitable. Ah là là. Et donc et en parlant d'énergie, je crois que vous aimez beaucoup Valérie Lemercier et effectivement vous avez ce truc comme ça à la fois dans la pièce et à la fois donc dans la Louve ou les choses comme ça qu'on a pu voir de vous, cette énergie comme ça décalée, à la fois sérieuse, on a envie de vous faire confiance mais à la fois on sait que vous êtes complètement barré quoi. Et c'est vrai que du coup ça on retrouve comme ça cette référence évidemment on pense pas vous avez votre style à vous mais c'est vrai qu'on retrouve cette école à la fois qui sait maîtriser le sérieux et le ridicule même je dirais mais dans le sens drôle. Dérision voilà. toujours mais elle est
il paraît qu'elle est compliquée à bosser, que c'est vraiment carré. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est ce côté bourgeoise. J'adorais Palace, je la regardais à mort dans moi aussi, Palace. j'adorais Palace, effectivement. Et moi, je suis vraiment, je suis la petite bourge, mais en même temps, je peux dire des horreurs parce que j'ai cette tête de petit enfant. Vous pouvez vous permettre à la fois le côté bourge et à la fois le côté complètement bohème, quoi. Les C'est deux, ça. Vraiment. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans ce que vous jouez, dans ce qu'on vous propose. Et c'est vrai que ça doit être amusant pour vous d'avoir ces registres différents. Oui, c'est très amusant. Et j'aimerais vraiment travailler un jour avec Valérie Lemercier pour comprendre comment elle... Parce qu'elle a un parcours quand même assez admirable. Et de comédienne, et de one, et de théâtre, et de réal, et de... Et de tout, quoi. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans ces one, il me semble qu'il n'y a pas de captation parce que justement, elle veut garder ce truc secret. Voilà, c'est une expérience parce que j'avais fait un festival où elle était présente et effectivement, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'extrait. C'est une expérience à soi. Vous allez la voir ou sinon vous la voyez, vous aurez jamais vu ces sketchs, quoi. C'est assez amusant. J'avais pas fait gaffe à ça. Non, moi non plus, mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas. Non, on avait été la voir la dernière fois, c'était au théâtre du Châtelet, de la ville. Oui, C'était avec moi, c'était il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Oui. Et c'est un parti pris comme ça. Mais c'est risqué, parce que il y a leur vivant, quoi, ouais. Enfin, maintenant, on suit tellement les humoristes sur Insta. Enfin, moi, je suis la première à... Justement, c'est marrant parce qu'on était avant dans le... oui, c'est vrai que ça a changé parce qu'avant, on était dans l'exclusivité de ceux qui viennent vraiment se déplacer. Et d'ailleurs, c'est ça la magie du théâtre. Et maintenant, c'est vrai qu'on diffuse beaucoup de choses. Il y a cet équilibre peut-être à trouver entre les deux. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour certains artistes parce qu'il faut en dévoiler beaucoup. Justement, je sais pas si vous-même, par rapport à ça, vous êtes par rapport aux réseaux sociaux, vous avez ce genre de problématiques. À la fois, il faut y être. À la fois, on a envie de se préserver. Ah oui, c'est ça. C'est le monsieur qui va répondre du doigt Clément. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux? Non, mais en effet, c'est des outils qu'il faut vraiment maîtriser maintenant. C'est hyper important. D'ailleurs, pour les prochaines créations, c'est qu'on va vachement taper là-dessus aussi, dans tout ce qu'on va tourner là cette année. Oui, parce que je crois que c'est essentiel en fait maintenant. On ne peut pas ne pas passer par là, c'est impossible. Ouais. Et en même temps, il ne faut si pas ça trop serait pas raconter mal notre de vie pas privée. avoir à Ouais, gérer. ça serait bien de ne pas avoir à gérer de... Oui, c'est un autre métier, quoi. Voilà, mais en même temps, il faut vivre avec son époque et avec les outils. Oui, il faut apprendre à apprivoiser tout ça, quoi. Mais je pense qu'il faut apprendre à bien le maîtriser en tant qu'outil, sans s'y perdre. Je pense qu'il y a des gens qui se perdent, il y a des gens qui le maîtrisent très bien en tant qu'outil, mais que ça reste un outil. Oui, il y a des gens qui se perdent dans la frontière entre vie privée et vie publique, quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que des fois, c'est... Il faut garder, mon avis, ce recul-là. Ouais. Et... D'ailleurs, le public aussi s'y perd, j'imagine, en essayant de vous retrouver. Des fois, vous avez peut-être des gens qui perdent la frontière de je suis une artiste et peut-être qu'ils ont cette familiarité. Vous ressentez des fois cette familiarité des gens envers vous, le fait de vous voir tous les jours dans leur écran du télé. Et pas trop sur les réseaux, bizarrement. Ah bah ouais, non, ça va. Tant mieux, à la limite. À part deux, trois gens un peu trop familiers, franchement, ça va. Ouais. Non, c'est plus dans la rue où parfois ils oublient que je suis pas leur copine, quoi, parfois. Et puis vous êtes une comédienne aussi. Oui. J'imagine qu'il y en a certains qui vous prennent vraiment pour Camille, la femme du pharmacien. Ouais, des fois ils sont très qui n'ont pas le second degré. Et puis vu que Camille c'est une fille assez solaire qui parle à tout le monde, ils se disent il y a jamais de mauvais moments, on peut lui parler tout le temps. Ouais. T'es là, quel mot ça. Attends, là je suis dans le train, je dors, là je suis avec ma famille. C'est ça. Là, voilà. Ouais, c'est effectivement, il y a ce côté à gérer là. Et donc, alors du coup, vous vous retrouvez assez régulièrement ensemble pour travailler. Voilà, donc ensemble ailleurs aussi, mais pour travailler en tout cas. Et vous avez notamment joué dans Cendrillon de Joël Pomera ensemble et pendant 3 ans. Comment ça s'est passé alors il y a beaucoup de gens qui rêvent de jouer du Pomera justement. Quand vous aimez justement vous retrouver, avoir plusieurs projets comme ça qui vous séparent et vous retrouver à des moments dans vos parcours. Ah ouais, ça a toujours été un bonheur de jouer ensemble, vraiment sur scène. En plus, on est très différents dans la manière, je pense, d'aborder les choses, mais du coup, ça se complète bien jusqu'au bout, jusqu'à ce que quand on joue, parce qu'en plus, là, sur le Cendrillon, on n'était que comédiens. Et donc, c'était aussi un plaisir, et elle faisait la belle-mère et moi le prince, et une des sœurs machiavéliques, donc c'était assez drôle. C'était assez drôle d'être dans Le prince et une des sœurs machiavéliques. Oui. C'est magique. Ouais. Ah ouais, le duo de sœurs était incroyable. C'est un super rôle à jouer, c'était ça. Ouais, c'était génial. Ouais, c'était génial. Et la belle-mère aussi, j'imagine que c'est assez jouissif. Ah, c'était de jouer génial. la La nana qui refuse de de vieillir, qui est mauvaise. La scène de drague où elle essaye d'avoir le prince qui la rejette. Mais c'est extrêmement bien écrit. Et en même temps, c'est... tu peux pousser les potards aussi, quoi. C'est génial, cette pièce. C'était un bonheur. Ouais. C'est ça le régal du comédien. Et puis on est de plus en plus sur ces formats comme ça où un même comédien joue plusieurs rôles. C'est très très en vogue. Et c'est vrai que ça permet de
d'explorer tout son art et puis voilà, on revient sur maman qu'on n'a pas reconnue à l'époque. Est-ce que du coup ce rêve de faire la même chose, il a été assouvi avec ce rôle-là par exemple? Bah ouais, clairement. Ouais, puis en plus jouer les méchants, c'est quand même assez génial. Donc puis surtout c'était vraiment une sale nana là. Effectivement très mesquine. Dans les méchants, on est au top, dans le top 3, on a vraiment la mère, la belle-mère et ses sœurs j'ai envie de vous dire. Et puis en plus l'écriture de Pomeray est géniale avec l'écriture au plateau qu'il a fait avec ses comédiens est fantastique sur ce texte-là. Enfin de toute façon toute son œuvre est assez géniale, mais là vraiment et puis de réinventer le conte comme ça, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai que c'est sympa de revenir sur des classiques comme ça. Et donc, vous êtes tous les deux curieux, voilà, vous avez envie tous les deux de créer aussi. Et donc, effectivement, c'était la bonne occasion de vous retrouver sur ce projet-là. Et Clément aussi, on vous trouve à l'écran, évidemment. Oui, on vous a retrouvé aussi dans Scène de ménage. Tout à fait. Dans le Bureau des légendes aussi. Oui, c'est une petite apparition. Pas grande, et là, plus récemment, dans La Guerre des Trônes. Oui, voilà, qui va sortir au mois de décembre, normalement. C'était au mois de juillet, le tournage, c'était super chouette. Ah ouais, c'est qui est assez... aussi très en vogue aussi, La Guerre des Trônes. Oui, puis là aussi je jouais un méchant, c'était Talleyrand qui était pas un mec super sympa. Ah ouais. mais donc ça c'est génial, ouais. Et donc maintenant on a le plaisir de vous retrouver donc dans cette aventure de tous les deux en duo avec toute l'équipe et avec cette quête de retour en l'enfance, l'humour et le jeu qui vous lie tous les deux. Et c'est vrai qu'on voyage avec vous, on rit du quotidien tout en le fuyant, j'ai l'impression. C'est très juste. C'est très je vous la donne, c'est vachement bien dit. Je vais la redire. La magie du moment. Et c'est vrai que ça fait un bien fou, donc vraiment, allez vous faire du bien en riant de la vie et de la pression sociale de la famille avec des comédiens très très talentueux, donc Amélie Etas, Clément Séjourné et toute leur troupe au Théâtre des Gémeaux Parisiens dans Formica. Alors on continue sur notre lancée, donc comme je l'ai dit, vous avez l'habitude de travailler ensemble et on va voir comment j'ai envie que vous me répondiez à quelques questions sur la façon justement d'aborder ce duo. Instant quiz. Alors, quel est... chacun va me répondre un peu pour l'autre, c'est un peu les amours. Normalement, on a un carton, on tape sur la tête. Voilà, j'ai pas de budget pour le carton, donc prenez l'ananas. Quel est le point fort de l'autre, à votre avis, qui fait que vous êtes complémentaires? Moi, je dirais que le point fort d'Amélie, c'est justement son côté assez carré. Et cette rigueur-là, qui fait que moi ça me canalise. Qui détonne avec ce que vous jouez justement d'ailleurs. Mais à l'intérieur c'est comme ça. C'est vraiment cette puissance de feu là, d'organisation, de vue d'ensemble, de cadre dans lequel on peut rebondir vraiment dedans et cette précision là, vraiment. Et de votre côté? Et lui justement c'est le côté rock'n'roll, c'est que moi je pose le cadre et lui il est génial parce qu'il pète les cadres. Et parfois je suis là, non pourquoi tu casses tout, et après je fais t'avais raison de casser tout. Ça donne lieu parfois à des frictions parce qu'on est pas d'accord. Mais en même temps c'est ce qui fait que le rendu est à la fois original et à la fois précis quoi. Non, mais nos comédiens, il y a une comédienne il n'y a pas longtemps qui nous a dit mais c'est ça que j'aime bien avec vous, c'est que toi maman Amélie tu fais la maman rassurante, et puis Clément il nous pousse, je suis vraiment Non, lui c'est plutôt le cousin n'importe quoi. Ouais, j'aime bien. Le cousin des glingos quoi, c'est ça. Quel est votre meilleur souvenir ensemble, que ce soit sur scène ou dans la vie? Moi je sais. Alors c'est dans la vie, mais c'est hyper perso, parce qu'on s'en fout. On a fait un voyage au Sri Lanka à moto incroyable, et pour moi les meilleurs souvenirs c'est quand on était à moto à faire genre waouh c'est le plus bel endroit du monde, c'est formidable. Oui. Alors là clairement. Non, je pensais. Tu pensais pas à ça, tu pensais au taf toi? Si. Non, pas du tout. Je pensais ça. Non, je pensais à la salle d'accouchement quand je faisais des fausses entrées en médecin. Ah oui, c'est horrible. On n'a pas pensé à ça. Il fallait attendre longtemps et donc je faisais des fausses entrées de médecin et on s'est bien marré. C'est vrai que c'était bien aussi. C'est assez magique. Donc votre dernière folie, donc c'est ça peut-être. Ouais. Oh là oui, c'est une sacrée folie, ouais. Votre dernière folie, donc effectivement, c'est la salle d'accouchement. Donc voilà, vous avez eu un beau résultat. Et votre prochaine folie, du coup, c'est quoi? Pour finir. Moi, je veux dormir. J'arrive pas à avoir le cerveau qui pensait. Je suis carré, moi, il faut que je dorme et puis après, j'aurai la folie qui revient. Il y en a d'autres, mais
en maturation. Alors, disons, Ah, c'est très encore bien. un peu Bon, alors un prématuré. petit mot pour la fin de cette émission. Voilà. Bah, en tout cas, merci Annabelle, parce que vous avez complètement saisi notre univers et ce côté. J'avais l'impression de faire une séance de psy où je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai qu'on est juste des gosses, mais des sales gosses, mais très gentils. Et voilà, on est ravis si vous venez voir notre famille dysfonctionnelle, parce qu'elle n'est pas plus dysfonctionnelle que les autres et pas plus dysfonctionnelle que ce monde absurde. Voilà. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Clémence Séjourné, Amélie Eta. C'est un vrai plaisir de vous pareil. avoir Partagez. en plus et de vous voir sur scène. Un vrai régal. Et voilà, je suis ravie que, effectivement, j'ai pu parler avec vous de cette enfance et de cette continuité dans cette carrière. On se retrouve, quant à nous, demain. En attendant, c'est Club Imo de Marquise Ratti. N'hésitez pas à aller les applaudir dans Formica, au Théâtre des Gémeaux parisiens. Allez, kiss kiss. Merci.